Fonctionnaires, c'est pas très productif pour la plupart. Il y en a qui sont productifs, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'argent qui décide à notre place, puis qu'on travaille pour l'argent quand l'argent devrait travailler pour nous. On fait tout pour avoir tout de suite. La machine gouvernementale est rendue vraiment grosse. Est-ce que c'est vraiment utile que ce soit gros comme ça? Pourquoi il faut que j'attende 20 heures d'une urgence? Pourquoi? Comme utilisateur des services de l'État, c'est pourri ce que je reçois. L'accroissement des inégalités est certainement un des faits marquants des dernières décennies. Quand on pense que le centième de la population la plus fortunée détient près de 50 % de la richesse mondiale. Pourtant, de la Deuxième Grande Guerre au milieu des années 1970, l'écart entre les riches et les pauvres s'était amoindri. La part de revenus captée par le 1 % des plus riches s'était nettement resserrée dans plusieurs pays. Au Canada, elle avait même diminué de moitié, passant de 17 à 8 %. C'est donc dire que l'élargissement des écarts n'aurait rien de naturel ni d'inéluctable. Sommes-nous condamnés à vivre de plus en plus dans un monde d'inégalités? Est-ce que c'est là le prix à payer pour assurer une croissance économique? D'autres choix sont-ils possibles? Nos invités, bien que fortunés, sont aussi des citoyens à part entière qui ont leur opinion. Que pensent-ils du système économique dans lequel nous vivons? Des impacts de la mondialisation? Comment abordent-ils les enjeux de justice sociale? Voici donc les réflexions de l'homme d'affaires et pharmacien Jean Coutu, de l'ancien premier ministre et ministre des Finances Paul Martin, du président de la Banque nationale Louis Vachon, des financiers Stephen Jarislowski et Jean-Guy Desjardins, et des entrepreneurs Pierre-Carl Pellado, Daniel Gauthier et Éric Boyko. Le libre marché peut-il être réformé? Le capitalisme est-il encore un bon système? Le système capitaliste, ça permet à un jeune comme moi de passer un prêt de la BDC de 5 000 $. Alors, c'est un prêt de 5 000 $, puis finir la compagnie puis la vendre à 30 ans pour proche de 30 millions. Alors, combien de systèmes permet ça dans une société? Sans contact, sans rien, sans voir j'avais pas de père qui était ministre ou en politique, tu sais. On a un pays, je trouve, qui a un bon milieu entre l'Europe et les États-Unis. Qu'il faut toujours améliorer, il faut toujours aider les différents membres de la société. On a quand même un bon filet social. En principe, le capitalisme, c'est égalité des chances pour tous. Est-ce qu'il est égalitaire, le capitalisme? Égalitaire? Il n'est pas égalitaire, non. Mais je pense que le système capitaliste offre l'opportunité à chaque individu de réaliser sa passion. Tu sais, d'abord, il faut qu'il y en ait une en partant, là. Mais à partir du moment où il y a une passion, le système capitaliste te permet de réaliser cette passion-là à partir du moment où tu es prêt à investir les efforts, l'énergie, puis d'avoir l'engagement total que ça requiert, tu sais, de réaliser sa passion. Il n'y a pas de meilleur système. On a vu ce qui se passe en Russie. S'il n'y a pas de capitalisme, et je ne crois pas qu'en Chine, ça va finir bien. De tous les systèmes qu'on connaît, c'est peut-être pas une bonne, mais les autres sont pires. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de capitalisme? C'est certain. Il y a un capitalisme débridé. Il y en a un qui est plus organisé. Mais est-ce que vous le trouvez civilisé, le capitalisme dans lequel on est? Vous me semblez très tolérant. Ici, je pense qu'au Québec, on a un capitalisme, je dirais, approprié, un capitaliste civilisé, un capitaliste de solidarité aussi. Et l'État procure la capacité de pouvoir s'éduquer. Il y a certainement eu le débat, ces frais de scolarité, on n'entrera pas là-dedans, mais il en demeure pas moins que la collectivité dans laquelle nous vivons procure un certain niveau d'égalité des chances. Jamais j'ai ouvert une pharmacie pour faire mourir le gars de l'autre bord de la rue.
Ça, j'ai dit ça à tous mes enfants. Quand on ouvre une pharmacie, dans un endroit, on va voir le gars. On dit, nous autres, on a décidé de venir ici parce qu'on pense que c'est nécessaire pour la compagnie de venir ici. Embarques-tu avec nous? Si tu embarques avec nous aujourd'hui, le prix, c'est tant. Si tu vas embarquer dans 3 ans, le prix, ça sera plus le même. Et là-dessus, il n'y a personne qui peut se dire, Jean Coutu m'a fait crever. Jamais c'est arrivé. C'est le fun, ça. C'est le fun de se faire dire ça. Jamais les Coutu m'ont fait crever. La base du système financier, la base de l'économie de marché, c'est la nature humaine. Alors, il ne faut pas chercher la perfection dans l'économie de marché, c'est le reflet, c'est le miroir de la nature humaine. Et souvent, les erreurs qui ont été commises, c'est d'oublier ça, que l'économie de marché, puis la finance, c'est simplement le reflet de 7 milliards de personnes sur la planète qui ont des besoins, des goûts, des rêves, des cauchemars. Puis tout ça, c'est ça qui marche ensemble. Est-ce qu'il y a des choses à modifier là-dedans? Est-ce qu'il y a des fissures quand même? Il y a des fissures, puis le système n'est pas parfait. Ne cherchez pas la perfection. L'être humain n'est pas parfait. Ce qui fait très bien, cependant, il s'adapte, il change. C'est pas vrai que les choses ne changent pas. Regardez l'évolution du discours écologique des 30 dernières années. C'était la risée. Dans l'entreprise privée, tu parlais d'écologie il y a 30 ans, tu faisais rire de toi. Aujourd'hui, tu as un risque de réputation énorme si tu ne l'adresses pas. C'est quand même une évolution assez extraordinaire. Donc, c'est pas vrai que les choses peuvent pas changer. Alors, c'est pour ça que le système, il n'est pas parfait, mais c'est quoi l'alternative? On l'a connu, l'alternative, une des alternatives. C'est un échec absolument total, qui est l'orthodoxie marxiste. Ça a été un échec épouvantable. Si les plus fortunés, comme la majorité des citoyens, s'accommodent de ce système économique basé sur l'entreprise privée et le libre marché, plusieurs rappellent néanmoins l'importance de mieux l'encadrer et de l'humaniser. Vous l'aimez, ce système-là, qui est d'aplomb? Ou... Moi, je suis pour les systèmes où il y a libre concurrence, où il y a suffisamment de joueurs et de liberté pour que l'équilibre se fasse de lui-même. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'argent qui décide à notre place, puis qu'on travaille pour l'argent quand l'argent devrait travailler pour nous. Moi, je pense qu'il y a un rapport qui doit changer par rapport à ça. Il n'y a pas d'autre système qui peut créer la richesse de la façon que le libre marché. Ceci étant dit, il faut reconnaître que inné dans le système du libre marché est cette création de l'inégalité, parce que ceux qui ont le plus d'éducation, par exemple, ou peut-être une meilleure chance, vont devenir plus riches, puis d'autres, si on ne les aide pas, vont souffrir. Alors c'est absolument crucial que le système de libre marché soit accompagné de programmes sociaux qui vont faire deux choses: aider les pauvres à sortir de la difficulté dans laquelle ils s'y trouvent, et à la base de tout ça, c'est la classe moyenne. Dans plusieurs pays maintenant, vous avez une érosion de la classe moyenne. Et ça va appauvrir tout le monde. Le capitalisme moderne, très, très moderne, peut-être des 10 dernières années, ne pense qu'à court terme. On fait tout pour avoir tout de suite. On est même en train de détruire la planète parce qu'on va avoir des réponses tout de suite. Le défaut du capitalisme aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore assez, malgré que ça commence, on n'a pas encore entré assez de socialistes dans notre capitalisme. C'est-à-dire cette participation par l'argent à la société en général. Quand on analyse un système économique, il faut regarder l'alternative. On a le choix non plus entre le système capitaliste et le système communiste, mais on a le choix entre plusieurs types de systèmes capitalistes. Il faut faire attention, le système capitaliste, c'est pas un seul système. Par exemple, si vous comparez le système économique qu'ils ont en Scandinavie avec le système économique qu'ils ont aux États-Unis, les deux, c'est des systèmes capitalistes, mais leur façon de
de jouer du rôle de l'État dans l'économie divergent de façon considérable. Un exemple de mesure du capitalisme extrême ou sauvage ou libertaire, comme on l'appelle, aux États-Unis, ça a été la déréglementation tous azimuts du secteur financier à partir de 1980. C'est carrément ce qui nous a amené une cascade de crises financières, dont la dernière, celle qu'on a connue en 2008-2009, nous a amené la pire récession mondiale depuis 80 ans. Il y a d'autres façons de concevoir l'économie que par le profit et le gain. Il faut que l'argent du travail revienne aussi à ceux qui ont investi, bien entendu, mais aussi à ceux qui font le travail. C'est remettre l'humain au cœur de la problématique de l'économie et de la société. C'est ça la chose difficile à faire. L'économie durable est certainement très intéressante. L'économie a vocation plus sociale. On étudie tous les modèles économiques. Mais tant qu'on n'a pas épuisé ce modèle, tant qu'il n'a pas été saigné avec toutes les conséquences graves que ça peut avoir, on n'agira pas. On est mal foutus, nous, les humains. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au mur. Il faut revenir à un capitalisme industriel, un capitalisme d'entreprise manufacturière, etc. Mais ce déplacement ou ce retour se fait de façon extrêmement difficile. On vit encore avec cette forme de capitalisme où on rémunère et on récompense de façon extraordinaire tous les gens qui sont bons aux manigances financières. Et finalement, on se retrouve avec un capitalisme industriel qui est très amenuisé. Des travailleurs dans le secteur manufacturier dont le nombre, le pourcentage a réduit de façon importante. Les syndicats qui ont perdu leur pouvoir, bien sûr, en conséquence. Donc, des inégalités extraordinaires qui se sont établies depuis ça a commencé là aussi dans les années 80 et ça a culminé en 2008, mais on n'en est pas sorti véritablement encore. La quête du profit à tout prix est-elle au cœur du problème? On accuse aussi la spéculation boursière et la course à des rendements toujours plus élevés, dans un laps de temps toujours plus court. Qu'en pense l'entrepreneur Charles Sirois, qui a créé une vingtaine d'entreprises au cours de sa carrière, l'humoriste Martin Matt, fin observateur de la nature humaine, et le gestionnaire Andrew Molson, dont l'entreprise brassicole est inscrite en bourse depuis 1945. Le monde des actions, le monde de Wall Street exerce beaucoup de pression sur les gestionnaires de l'entreprise. La pression très, très court terme. Est-ce qu'à tous les jours, à la fin de la journée, vous regardez quelle est la cote, là? Pas moi, mais certainement, il y a beaucoup de gens qui regardent le prix de l'action. Mais je vais être franc, quand le prix de l'action est plus bas qu'on pense qu'il devrait être, je le suis de façon plus près, parce qu'on a un rôle à jouer au niveau de la gouvernance quand le prix de l'action est à une situation plus difficile. Mon père avait une entreprise, il voulait faire de l'argent, faire du profit, payer son monde, puis avoir un petit peu de luxe pour se payer du bon temps. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est faire énormément d'argent. Et ça, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai payé 29 $ pour aller voir U2 quand j'avais 17 ans. T'sais. Puis j'ai repayé 50, puis 60. Et là, la dernière fois, c'était 300 $. T'sais. Les salaires ont peut-être doublé, mais pas 10 fois plus. T'sais. Donc, au lieu de faire 8 millions de profits, ils en font 80 millions. T'sais. Je trouve qu'il y a une démesure qui n'existait pas il y a peut-être une décennie ou deux. Je pense pas que c'est le profit qui est l'élément de décision à tout prix d'une action de l'entreprise ou pas. Une entreprise adresse plusieurs groupes différents d'intérêts. Elle adresse ses employés, elle adresse ses actionnaires, elle adresse ses clients, elle adresse ses fournisseurs, elle adresse beaucoup. Alors, il y a une balance à aller chercher dans tout ça. Mais la chose qu'elle doit adresser absolument, c'est sa pérennité. Et prendre des décisions qui n'entraînent pas la pérennité, là, ça met en danger toute l'entreprise. Prenons la problématique française. Là. Il y a peu de mobilité en France, parce que réduire le nombre d'employés en France d'une entreprise, c'est un très gros problème. Mais la France est en train de souffrir de ce manque de mobilité-là, parce qu'on vit dans un monde ouvert au point de vue commercial. Alors, qu'est-ce que doit faire une entreprise française en disant, je vais perdre de l'argent, puis bon, mes actionnaires vont payer ça, mais on va rester ici en France, mur à mur?
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que ça, c'est une décision où est-ce qu'on met la pérennité de l'entreprise en cause versus d'autres choses. Alors, c'est une question de balance au bout de la ligne. Il y a des gagnants et des perdants au jeu de la mondialisation. Les marchés n'ayant plus de frontières, l'économie s'est complexifiée. La délocalisation a bouleversé le monde du travail et à court terme a contribué à creuser les inégalités dans les pays développés. Marcel Duthil est un témoin privilégié de ces grands chambardements. Son entreprise, Groupe Canam, exploite 21 usines au Canada et aux États-Unis, ainsi que des bureaux d'ingénierie en Roumanie, en Inde et à Hong Kong. Comme le millionnaire du web Alexandre Taillefer, il perçoit plutôt positivement les effets de la mondialisation. Mondialisation, ce que ça va faire avec le temps, c'est ce qui est arrivé au Japon. Aujourd'hui, on parle de la Chine, on parle des Indes, puis tout, mais souvenez-vous, après la guerre, c'est qui vendait des choses bon marché, pas cher, avec de la main-d'œuvre pas chère, puis tout? C'était les Japonais. Puis la société japonaise aujourd'hui est rendue une société sophistiquée, riche, puis qui a une qualité de vie correcte. La mondialisation fait réajuster à la hausse les conditions de travail sur une période de long terme. OK, là, ce qui se passe, mettons, au Bangladesh, c'est connu par le monde, ça peut plus se répéter. Je suis convaincu que ça réajuste à la hausse. Aujourd'hui, on voit par exemple en Chine un certain ralentissement. La raison de ça est qu'il y a un déplacement et on s'en va vers les Vietnamiens, on s'en va vers les Sri Lankais. Alors les Sri Lankais sont les Chinois des Chinois et donc il y a un déplacement qui se fait et il y a un enrichissement qui se fait. Et on se rend compte que c'est peut-être pas une mauvaise idée de ramener la production à l'intérieur de ses frontières ou pas trop loin de chez soi. Vous savez, aujourd'hui, le salaire de quelqu'un en Inde, en informatique, c'est à peu près le même prix qu'un salarié maintenant qu'on paye au Québec. Alors, l'avantage aujourd'hui est presque plus là. Puis quand on prend en considération la barrière avec la langue, les fuseaux horaires qui sont différents, alors il y a un rapatriement de ça. On le voit aussi aux États-Unis. Le relancement de l'économie américaine passe beaucoup par le manufacturier dans le Midwest américain. Moi, les gens ici qui ont étudié puis qui font tout ce qu'on appelle le domaine des TI, les technologies de l'information, on a une pénurie à Montréal, pénurie. On s'arrache les employés, puis on engage des jeunes qui ont 25, 26, 27 ans, puis ils ont des salaires de 60, 80, 100 000. Alors, les jeunes viennent de partout, ils ont fait leur cours de TI, pas nécessairement, c'est des programmations, c'est pas de l'ingénierie nucléaire. Alors, c'est possible. Il y a de l'emploi à Montréal, il y a de l'emploi au Québec, mais il faut avoir la formation pour aussi. Alors, mais pour ça, il faut avoir l'ambition. Moi, j'ai toujours dit, et je crois fortement, que la Société du Québec, si on veut être une force économique, il faut être une économie de propriétaires. Il y a plusieurs formes de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'économie se globalise. Donc, les emplois vont être créés par les entreprises un peu partout dans le monde en fonction de certains impératifs. Hein? L'industrie du vêtement, exemple, est très forte à Montréal. Le design est fait ici. Les vêtements sont faits au Pakistan, sont faits un peu partout. Mais le design, la commercialisation, la conception sont faites à partir de Montréal. Pourquoi? Parce que les propriétaires sont à Montréal. Si les propriétaires étaient à New York, ça se ferait à New York. OK? Mais le propriétaire est à Montréal. Alors, une économie devient riche et maintient sa richesse dans une économie globale par le nombre de propriétaires qu'elle a sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'un propriétaire, c'est le maître de la destinée des entreprises. On peut être propriétaire sous plusieurs formes. On peut être propriétaire par les entreprises privées, on peut être propriétaire par les entreprises coopératives, on peut être propriétaire par les sociétés d'État. Alors, pour moi, une économie de propriétaires, c'est une économie qui aime les propriétaires, c'est une économie qui encourage
les gens qui sont des propriétaires à se développer chez nous, à demeurer chez nous et à transmettre leur propriété à des gens de chez nous. Et ça fait une force économique. Toutes les économies qui sont riches, toutes les villes qui sont riches, où est-ce qu'il y a de grands musées, où il y a beaucoup d'activités culturelles, sont des villes où il y a beaucoup de propriétaires dans ces villes-là. Il y a des effets pervers à la mondialisation. Oui, pervers dans un premier temps, mais positif à moyen et à long terme. Okay. La délocalisation, par exemple, ça se fait de plus en plus d'un pays industrialisé, là. On décide de dire, bon, on ne produit plus ici, on va le produire ailleurs parce que ça coûte moins cher. On va aller en Chine, on va aller au Bangladesh, on va aller... Mais ça, c'est pas pervers, ça. Vous trouvez que c'est pervers, vous? Bien, je vous pose la question. Ça l'est, en tout cas, pour ceux qui perdent leur emploi. C'est triste pour celui qui perd son emploi. On peut dire que c'est pervers dans ce sens-là, mais dans un contexte mondial. Ça augmente la productivité, ça augmente l'efficacité, ça augmente la compétitivité. Okay? Puis ce qui fait que il y a une richesse collective qui se crée. On pense toujours à l'échelle mondiale. Puis plus vous allez créer de richesse sur le plan collectif, bien, le type qui perd son emploi à Longueuil, c'est sûr que lui, il n'est pas gagnant peut-être dans ça. Sûrement pas à court terme. En tout cas, peut-être qu'à moyen terme, pas à long terme, il va être gagnant parce qu'il peut se réajuster, se réaligner, puis suivre des cours, puis se trouver un emploi différent qui est peut-être plus rentable finalement que s'il avait continué dans cet emploi-là. On ne sait pas, là. Vous savez, la vraie richesse, là, c'est la productivité, là. C'est ça la force du système capitaliste, c'est de provoquer cette compétitivité-là qui fait en sorte que le système est toujours de plus en plus productif. Puis créer de la richesse additionnelle pour l'ensemble de la population. Selon Marx, le capitalisme, dès son origine, de par sa nature, se fonde sur l'exploitation du travail d'autrui, donc sur l'inégalité sociale, mais sans doute sous l'influence de la religion, le capitalisme pouvait se développer sous le signe d'un certain humanisme. Alors qu'aujourd'hui, il faut constater que le capitalisme évolue, bien évidemment. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle couramment la mondialisation, le capitalisme est devenu de plus en plus inhumain au sens d'anonyme, mais au sens aussi où le monde des entreprises tend à se délester de ses responsabilités sociales. Si on donne un cas récent, il y a une grande banque constatant qu'elle pouvait faire des économies sur sa masse salariale, n'a pas hésité à amener des travailleurs indiens pour remplacer des employés d'ici. Est-ce qu'il y a des mises à pied qui sont faites et puis on va chercher à ce moment-là du cheap labor? Hein? Vous l'avez fait, ça? Non, on ne l'a pas fait d'outsourcing en Europe parce que nous, on a une contrainte qui est très évidente, entre autres, il y en a plusieurs. C'est que du point de vue linguistique, je peux pas faire de transfert d'emploi en Inde ou dans des pays comme ça. Les employés ne comprennent pas. Deuxièmement, la réalité... Si vous pouviez, vous le feriez? Non. Parce que la réalité, c'est que j'ai pas eu besoin de le faire. Moi, une des grandes sources de fierté, j'ai 2500 employés de plus que j'avais quand je suis rentré comme président. 800 environ viennent d'acquisition, 1700 viennent de gens qu'on a embauchés. Alors, c'est pas vrai que l'augmentation des revenus et des profits des 5 dernières années était faite sur le dos des employés. On a plus d'employés qu'on avait. Coq, là, lui, là, je te dis, qui est dans le... Quand il me regarde, là, puis là, il est tout le temps là, il veut me picosser. Je te dis que c'est un numéro. Cette réputation d'être dur en affaires, on dit Péladeau, Pierre-Carl Péladeau, il est dur. Est-ce que vous acceptez ça? Ou est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que vous dites, là, on me connaît mal? Est-ce que... Vous savez, on ne peut pas contrôler son image. Et moi, ce qui m'importe, c'est de faire en sorte de faire mon travail. Est-ce qu'il y a des défis dans une entreprise? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aime faire plus que d'autres? Certainement. L'imputabilité, c'est pas un concept à géométrie variable. L'imputabilité, elle existe du matin au soir, de la semaine au week-end. Alors,
Alors, oui, on peut toujours, puis il y en a qui gèrent de cette façon-là, amener les entreprises en déclin jusqu'au bord du précipice, puis après ça, les envoyer dans le précipice. Moi, j'ai trop d'estime pour les employés, pour les collaborateurs et les collaboratrices. Si des décisions difficiles doivent être prises, je pense que c'est le rôle du PDG de les prendre. C'est clair que c'est pas agréable. Il y a personne que je connaisse qui aime poser des gestes semblables, mais en même temps, je pense que l'imputabilité, la responsabilité, une fois de plus, ce sont des valeurs qui doivent guider les dirigeants d'entreprise. Julie Godin est vice-présidente exécutive aux ressources humaines chez CGI. Elle prendra éventuellement la relève de son père, Serge Godin, fondateur de cette entreprise qui compte quelques 70 000 employés dans une quarantaine de pays. La manière qu'on gère CGI, c'est vraiment la responsabilité dans chacune des régions qu'on appelle les fameuses unités d'affaires. Puis, ces unités d'affaires-là, il faut absolument qu'ils soient rentables, évidemment, si on veut que la pérennité de l'entreprise soit là. Donc, c'est sûr que dans certaines régions, il y a dû avoir, malheureusement, des mises à pied qui a dû se faire pour justement assurer qu'on soit profitable et qu'on puisse continuer de grandir. C'est dur à faire? Bien, c'est sûr, c'est jamais quelque chose qu'on veut faire. C'est sûr que c'est pas une ligne directrice de mettre des gens dehors à CGI, pas du tout, là. Chaque fois qu'on a une décision importante à prendre dans l'entreprise, on s'assoit puis on dessine sur ce tableau blanc, ce triangle-là, puis on dit, OK, bon, si on a une décision à prendre, peut-être que ça va impacter les actionnaires, peut-être que ça va impacter les clients, peut-être que ça va impacter les membres, puis on essaie de peser les pour et les contre, puis de voir comment on peut arriver avec une décision qui va être le plus juste possible, en fait. Mettre des gens à pied dans la dynamique commerciale aujourd'hui, c'est inévitable. On embauche, puis on met à pied. Je me souviens, un de mes présidents avait recommandé de mettre à pied un grand nombre de personnes, une centaine de personnes. Et j'avais dit, c'est ta recommandation? Il dit oui. C'est nécessaire? Il dit oui. Alors j'ai dit, parfait. Tu vas en mettre 10 toi-même à la porte. Tu vas en rencontrer 10 des 100. C'est toi-même qui vas les mettre à la porte. Parce que c'est facile de signer un petit papier où est-ce que tu en mets 100 dehors, la machine s'occupe du reste. Alors, il l'a fait, parce qu'il pensait que c'était nécessaire. Puis il m'avait dit après que c'était la chose la plus difficile qu'il avait jamais faite de sa vie, d'avoir rencontré ces gens-là, 10 personnes, l'une après l'autre, puis dire, je suis obligé de te mettre à la porte et expliquer raison, 10 fois. L'avez-vous fait vous-même? Oui, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais je n'aime pas ça. Mais on ne fait pas seulement des choses agréables non plus lorsqu'on est chef d'entreprise. Alors, je déteste faire ça, mais il faut le faire. On l'a dit, ce qui est le plus important dans la société, c'est le consommateur. C'est nouveau, ça. Hein? C'est nouveau de dire que c'est le consommateur qui est le plus important et le payeur de taxes. Avant, on disait que c'est le travailleur qui est le plus important dans la société. Donc, on a mis l'emphase totalement sur le consommateur. On a ouvert les marchés, la façon d'avoir les prix les plus bas. Les Costco, les Walmart de ce monde ont des prix très bas, difficiles à battre, mais s'approvisionnent très peu de produits manufacturés aux États-Unis ou au Canada. Et donc, l'industrie manufacturière en souffre. Mais on a acheté ça en pensant que c'était inévitable, une loi de la nature. Ce n'est pas une loi de la nature. On l'a même étendu ensuite en disant, mais si c'est vrai pour les biens et services, c'est vrai pour les capitaux aussi. C'était désastreux. Il va falloir que l'Occident, c'est-à-dire notre monde à nous, s'habitue à devenir plus modeste. La modestie, c'est pas notre caractère, notre trait de caractère le plus voyant. On s'entend? Eh bien oui, il va falloir être plus modeste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'autres vont jouer les rôles dominants. Évidemment, on sait qui c'est. On sait que c'est la Chine, on sait que c'est l'Inde, on sait que ce sont ces nouvelles économies qui vont forcer l'Occident à leur propre rythme à eux, et l'Occident va devoir s'adapter à ces nouvelles réalités. Ça, ce sera pas facile. Ce sera vraiment pas facile parce que c'est pas comme ça qu'on a fait tourner la roue dans les 20 derniers siècles. La logique de productivité si chère aux gens d'affaires peut-elle s'appliquer à tous les domaines? Doit-elle devenir le seul leitmotiv de gouvernance économique? Peut-on, par exemple, gérer une entreprise culturelle selon les mêmes objectifs d'efficacité qu'une entreprise privée? En 2006, Alexandre Taillefer a accepté la présidence du conseil d'administration de l'Opéra de Montréal, alors aux prises avec une dette de 2 millions de dollars. Pour rétablir l'équilibre budgétaire,
on a mis à pied la moitié des employés de l'Opéra. Il est aujourd'hui président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain. Aujourd'hui, le rôle d'un homme d'affaires, c'est d'être en mesure de fournir à une institution culturelle des bonnes pratiques de gestion. C'est pas parce qu'on est une institution culturelle qu'on ne doit pas s'adonner à des bonnes pratiques de gestion et qu'on ne doit pas être efficace au niveau de la gestion de nos opérations quotidiennes. Le musée aujourd'hui, 85-90% de son budget est fourni par l'État. Donc on a quand même que 10% de nos revenus qui sont fournis par des revenus autonomes. Et ça, il faut travailler là-dessus. En prenant en considération le fait que nos budgets sont amputés d'année en année et qu'on travaille également avec des contraintes telles que des conventions collectives avec nos employés. Ce sont tous des fonctionnaires de l'État et on leur offre aujourd'hui des conditions de travail qui augmentent de 2,8% annuellement. Alors, c'est un calcul mathématique simple que quelqu'un d'affaires peut voir facilement. Une augmentation de 2,8% de nos coûts, une diminution de 3% de nos revenus annuellement, c'est 5% par année. Le budget va être entièrement disparu dans 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'assurer qu'on mette en place des solutions pour qu'à long terme, ce musée-là soit encore ici et continue à offrir aux Montréalais un contenu extraordinaire. Peut-être une autre manifestation de notre rapport tourmenté avec l'argent, les Québécois francophones entretiennent un lien distant avec la philanthropie. Année après année, les différents bilans confirment que les dons de charité sont moins généreux au Québec que partout ailleurs au Canada. Comment nos invités fortunés contribuent-ils? Quand on s'implique d'une façon qualitative, on a des crédits d'impôt. Ça, je trouve ça bon parce que je crois que les individus, les compagnies, le privé va mieux répartir cette charité-là que le gouvernement. 2 potes, c'est bon. Parce que dans ça, il y a beaucoup moins de personnes impliquées. On a une pas mal grosse fondation chez nous. On a 2 filles au bureau, puis ma fille. Puis ça amène ça, puis c'est beaucoup d'argent. Ce qu'on donne, je ne sais pas comment ça coûterait, fait par le gouvernement. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose. Puis je ne veux pas faire d'angélisme. Il m'en reste encore. Je ne me prive pas de beurre sur mon pain. Non, j'en mets, puis j'en mets pas mal. Puis accompagné de belles confitures. En 2002, la Fondation Marcel et Jean Coutu a notamment fait un don de 12,5 millions de dollars à l'Université de Montréal pour construire un complexe abritant un institut de recherche et la faculté de pharmacie. À une autre échelle, en 2007, Martin Matt a créé une fondation pour venir en aide aux traumatisés crâniens dont son frère est victime. Dans tes soirées de financement pour la Fondation Martin Matt, ça se passe comment? Là, nous, c'est ça. C'est une soirée de... Tu vas chercher les gros bonnets? On va chercher les gros bonnets. On vend ça 1 000 $ le billet. Puis j'anime un encan sur scène aussi. Et c'est un encan qui dure 20 minutes à chaque année où on va chercher entre 30 et 50 000. C'est phénoménal. Voyage à Paris, 2 personnes. Tu sais, mettons, là, tu pensais acheter un bracelet, tu ne l'as pas acheté, tu dis, je me rachète avec ça. On a 6 000. Comme encanteur, es-tu meilleur que Brathwaite? Je sais pas s'il est-tu bon, Brathwaite, comme encanteur? C'est la première fois que je te vois humble comme ça. Mais je sais pas. Mais je suis pas payé comme encanteur parce que j'ai assez de front pour... j'aime beaucoup challenger l'un l'autre, dire, OK, vous abandonnez, vous dites que vous perdez, vous mettez pas plus, monsieur a gagné ici. Et là, il y a souvent un côté coq qui rentre en ligne de compte, ouais. On a 200, c'est parce qu'on n'a pas décidé, on va se calmer, s'il vous plaît, en arrière. Avec ton 200, on a déjà 400 ici. Tu reçois quand même en retour un retour d'impôt, là, quand même. Personnellement, non, parce que moi, c'est une fondation, une OSBL avec un conseil d'administration. Ah bon? Il n'y a rien qui est avantageux dans moi, ce que je fais, en tout cas, financièrement. Mais quand tu finances des activités pour des jeunes handicapés qui n'ont pas de sortie, qui n'ont rien, qui vont skier une journée puis qui te disent que les parents tapaient, c'est leur plus belle journée de leur vie, pour moi, ça fait des miracles, ces fondations-là. Lorsque j'avais fait un peu d'argent, j'ai dit, très bien, là, je vais aller faire d'autres choses, je suis en politique. Là, je suis plus en politique, mais je concentre sur ce qui était pour moi le problème social le plus important qu'on a au Canada, c'est la tragédie de la génération d'Autochtones qui est la génération la plus jeune et la plus en croissance au Canada. On ne peut pas se permettre
que la population la plus jeune et la plus en croissance dans notre pays vive dans la misère dans laquelle elle se trouve. C'est inacceptable, c'est immoral, mais aussi c'est économiquement stupide. On a créé un fonds qui investit dans l'entreprise autochtone. Ça aussi, c'est de l'entrepreneurship. L'entrepreneurship qui dit que vous pouvez être un entrepreneur d'affaires ou vous pouvez être un entrepreneur qui veut créer quelque chose de social qui va durer, qui va aider d'autres personnes. Vous faites de la philanthropie personnellement? Oui. Quelles sont les causes qui vous... J'ai fait des campagnes de centraide, j'ai fait la première campagne pour le Centre Normal éveillé. Alors, j'en fais une actuellement pour la Grande Bibliothèque du Québec aussi. Mais celle que je suis le plus fier, c'est celle qu'on me recommandait de ne pas faire, qui était la santé mentale. Et mes gens de relations publiques, qui veulent toujours très bien faire, on dit c'est pas porteur la santé mentale. Je dis, on est en 2007, 2008, les gens ont évolué sur la santé mentale, envoyez donc. Alors j'ai pris la présidence de la première campagne de levée de fonds de l'hôpital Louis-H. Lafontaine. Un petit choc. Encore aujourd'hui, c'est surprenant de voir jusqu'à quel point la santé mentale était bonne. J'ai un salaire qui est très important par rapport à bien d'autres, mais si vous saviez tout ce que je redonne à la société, je pense qu'on n'est pas si fortuné que ça. Je collectionne de l'Antiquité qui fait en sorte que peut-être qu'un jour, je vais ouvrir un musée ici à Kings of Falls. Pourquoi? C'est encore redonné à notre région. Ça, c'était des meubles qui étaient dans les quincailleries pour classer les boulons, des choses comme ça. À titre d'exemple, des collections de poignées. Ça, ce sont des barattes à beurre. Oui, c'est pour les conteneurs de plus grande quantité. J'ai des autos de collection qu'on va laisser en héritage ici. C'est ça que je dis, c'est important que notre argent que l'on génère soit réinvesti ici. Vous avez mis sur pied en Afrique un réseau d'entrepreneurship. Oui. Est-ce que c'est du mécénat, ça, ou quoi? Oui. C'est un organisme à but non lucratif. Et on m'avait demandé, lors d'un sommet de G8, de travailler avec d'autres pour essayer de trouver un moyen différent pour réduire la pauvreté d'un pays émergent, autre que l'intervention de l'État. Et j'ai travaillé, puis on a mis en place le concept d'une organisation qui identifie des gens qui ont de la capacité entrepreneuriale, qui les font un schéma de développement personnel et individuel, qui leur assument un certain niveau de financement et qui leur permettent de développer ou même de créer leur entreprise et par le fait même de créer des emplois. Puis en création d'emplois, c'est le meilleur outil pour réduire la pauvreté. Nos entrepreneurs, depuis qu'on a créé l'organisation, ont développé 20 000 emplois. Chaque emploi en Afrique, il y a 10 personnes qui vivent sur un salaire. Donc, il y a 200 000 personnes qui ont été sorties de la pauvreté avec ce mécanisme-là. Ça, c'est du levier. Ça, c'est de l'impact. Ça, là, c'est partir d'un bout de papier, il y a 10 ans, un rapport qu'on a construit, à 200 000 personnes de moins dans la pauvreté. Ça, c'est gratifiant. Ça, c'est énorme. Il n'y a pas de récompense financière là-dessus. Avec tout le respect que vous portez, est-ce que ça peut déculpabiliser un peu que d'arriver à des résultats aussi extraordinaires? Non. Je me suis jamais senti coupable de faire de l'argent. Je sais pas. Moi, je me dis, ça fait partie de mon rôle sur Terre. Je suis né avec certains attributs, certains talents, puis je peux le mettre je peux le mettre au service de ma famille, au service de moi-même, mais je peux le mettre au service des autres aussi. Puis je le mets au service des autres en faisant ça, puis je le fais parce que je pense que ça fait partie de mon rôle de faire quelque chose comme ça. Pourquoi avoir choisi le défi Pierre Lavoie? Le défi Pierre Lavoie, comme vous le savez, c'est les maladies orphelines et c'est aussi de stimuler les jeunes à devenir plus actifs. Donc, ça m'intéresse beaucoup, ça m'interpelle beaucoup. Et puis, en même temps, ça nous permet physiquement de relever un défi qui n'est pas nécessairement facile. Ça a été difficile. Le fun, mais quand même, il faut se dire les vraies choses, ça a été difficile. Oui, pour moi, là, parce que je sors complètement de la zone de confort, mettons. Ben là, j'ai donné des sous, mais là, je donne beaucoup de moi-même. J'essaie de redonner, mais je vous cache pas qu'en redonnant, je vais chercher quelque chose pour moi aussi.
dans la façon de faire américaine, ce qu'on observe, c'est que les gens vont s'impliquer plus rapidement dans leur jeune parcours dans la communauté. Donc, il y a vraiment le lien de « je m'enrichis puis je redonne ». Il est automatique, il est dans la culture et il est dès le départ. Puis ça rend aussi socialement plus acceptable le fait que l'entrepreneur s'enrichisse. On observe moins ce phénomène-là au Québec, mais je pense que c'est parce qu'on est en train d'apprendre. On a les premières grandes richesses qui donnent l'exemple aux autres. Mais selon la fiscaliste Brigitte Alpin, en accordant de généreux crédits d'impôt aux fondations privées, l'État perd plus qu'il n'y gagne. Une personne très riche va faire de la philanthropie avec son argent, puis elle va partir une fondation privée. Tout ça, dans son essence, c'est fondamentalement quelque chose qui est extrêmement positif, mais le système fiscal qui a été mis en place au fil des années pour diriger ça, encadrer ça, doit être revisité. La raison est fort simple, c'est que lorsqu'un fondateur donne à sa fondation privée, il reçoit un crédit d'impôt qui est égal à 50% du capital qu'il donne dans l'année 1, dans l'année de la création de la fondation. Donc, si, par exemple, un fondateur donne 1 milliard à sa fondation privée, aujourd'hui, il reçoit 500 millions d'économies d'impôts. Cette économie d'impôts-là, c'est financé par le reste des contribuables. Donc, les finances publiques vont balancer si la fondation privée, dans un certain laps de temps raisonnable, redonne à la société quelque chose qui ressemble à 500 millions. Or, dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Parce que la fondation privée, selon les règles fiscales actuelles, a une obligation de redépenser dans la société seulement 3,5% du capital à chaque année. Augmenter les revenus, contrôler les dépenses, où se trouve l'équilibre? Comment favoriser une société plus égalitaire? L'entrepreneur Denise Véraud, très engagée dans le développement économique de la Gaspésie, prône d'abord une plus grande autonomie individuelle. Si les gens pouvaient vivre plus indépendants, l'argent serait moins contrôlant, je dirais. Avant, les gens, ils vivaient de leur ferme, et aujourd'hui, c'est des méga-fermes de monoculture. Et là, les petits ont de la misère à réussir et à compétitionner contre ça. C'est de reprendre notre indépendance aussi, en tant qu'humain, au lieu d'être dépendant de l'argent. Il faut tout acheter, alors qu'on pourrait vivre de ce qu'on a. Est-ce que vous trouvez que la redistribution de la richesse se fait bien, se fait correctement? Ça fait peut-être pas complètement, mais je suis loin d'être convaincu que c'est l'État qui va faire une meilleure distribution de richesse. Alors, j'ai un sérieux problème avec ça. OK? Ici, au Québec, on a décidé de créer des garderies à 7 $. Est-ce qu'on n'aurait pas dû donner des vouchers, à titre d'exemple, à des familles en fonction de leur niveau de revenu pour accomplir cette mission-là, plutôt que de faire ça généralisé? Si l'État est un mécanisme de distribution de richesse ou de valeur quelconque, là, il devrait être excessivement performant dans la façon dont il le fait. Parce que l'un des avantages du système privé, avec un marché bien réglementé, pour le faire en s'assurant le maximum de compétences, il y a un phénomène où est-ce que la performance doit être là, sinon tu disparais, tu meurs. Pourquoi il faut que j'attende 20 heures d'une urgence? Pourquoi? C'est un bon service, ça, là? 20 heures d'une urgence? Comme utilisateur des services de l'État, c'est pourri ce que je reçois. La machine gouvernementale est rendue vraiment grosse. Est-ce que c'est vraiment utile que ce soit gros comme ça? Je suis pas certaine.
savez, il y a des comités de ci, puis des fonctionnaires pour ça, puis en tout cas, il y en a des milliers, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'il y aurait une petite diète à faire, là. C'est rendu lourd et les gens s'imaginent qu'ils n'ont plus de pouvoir. Est-ce que l'État peut tout faire? Je pense que non, parce que là, à ce moment-là, il va y avoir un seuil au-delà duquel il va y avoir une inefficacité. On parlait de certains régimes politiques là, qui se sont écroulés parce qu'on a peut-être donné à l'État de trop nombreuses missions qui, trop souvent aussi, s'accompagnent d'une élimination de l'imputabilité. Est-ce que l'État doit être partout? Je pense que une collectivité a le droit, mais même des fois l'obligation de s'interroger. Il y a trop de fonctionnaires. Au Québec, il y a une personne sur 4 qui travaille pour un gouvernement ou un autre. Un fonctionnaire, c'est pas très productif pour la plupart. Il y en a qui sont productifs, mais pas beaucoup. En plus de ça, on est endetté jusqu'ici. Le Canadien était endetté le double de ce qu'il était endetté il y a, disons, 20 ans. En comparaison avec ce qui lui reste après impôt annuellement. Et tout le monde croit qu'on a un entitlement de toutes sortes de choses. À très long terme, la seule façon vraiment de diminuer l'influence de la finance sur le discours public et sur la politique, c'est de baisser les déficits et de baisser la dette gouvernementale, tout au moins sur une base relative. Et ça c'est faisable, mais c'est un exercice social et économique qui va être très, très, très long. Puis on l'a vu, l'endroit où la finance domine complètement le discours public, c'est les endroits qui ont des problèmes de dette. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, le sud de l'Europe en général. Puis comme banquier, je peux le premier à dire, c'est rien de bon là-dedans. Là. Il n'y a rien de bon pour les banquiers, puis encore moins pour la population. Écoutez, si les déficits gouvernementaux étaient la recette pour la prospérité économique, bien, la Grèce serait le pays le plus riche au monde aujourd'hui. Ça m'inquiète, le futur du Québec, de la façon que la dette, on est rendu. Et je suis sincère quand je dis ça. Alors, il va falloir faire des ajustements. On ne peut pas continuer dans la gratuité indéfiniment. Il faut que les gens participent à tout. Alors, il n'y a pas seulement que les personnes bien nanties comme nous qui doivent participer. Si on veut avoir plus, il faut créer de la richesse. Puis on a tendance à ne pas vouloir créer de la richesse. On a un paquet de belles choses qui sont non exploitées ici et on lève le nez sur ce potentiel-là. Il faut continuer à aller de l'avant. Autrement, on va perdre notre avantage concurrentiel et on va perdre aussi cette façon de vivre que l'on a au Québec, puis on va créer justement plus d'écart entre les individus, et ça, je suis en désaccord avec ça. Moi, je pense que notre société va trouver des manières de croître pour faire en sorte qu'on va réduire la dette. Mais ça prend un renouvellement de notre société pour faire ça. De quel ordre de renouvellement de société? Il faut qu'on réinvestisse, il faut qu'on fasse venir plus de gens chez nous pour travailler, créer des entreprises, payer des taxes et qu'on ait des gouvernements en place qui ont la dette en arrière-plan pour essayer de la réduire. Par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais le plan Nord, c'est un plan de développement pour notre économie au Québec qui vise, entre autres, à réduire la dette. Donc, il faut créer la richesse. Il y a 3 façons. 1, encourager plus d'entrepreneurs à partir des compagnies. Encourager les compagnies existantes à investir plus et attirer des capitaux étrangers. C'est la seule façon qu'une province, que le Québec peut s'enrichir. Le reste, c'est une redistribution de l'argent. On ne crée rien de nouveau. Alors, les projets miniers, c'est excellent. Le plus de projets miniers qu'on a au Québec, puis le plus qu'on peut les encourager, le plus que l'argent revient avec des emplois, il y a de la machinerie, puis ça crée de la richesse. Puis, exemple, moi, le projet des sables bitumineux en Alberta, qu'on critique pour l'environnement, des fois, qu'il faut améliorer une création de richesse incroyable au Québec. Le nombre d'autobus puis des compagnies qui vendent des camions et des pneus de camions qui vont vendre ça en Alberta, grâce à l'investissement qui s'est fait là-bas, c'est incroyable, tu sais. Fait qu'il faut continuer absolument d'attirer l'argent étranger et l'investissement. Le système d'éducation
est le plus grand moteur de développement économique et de justice sociale. Les deux. Si vous avez un bon système d'éducation, vous allez avoir du développement économique puis vous allez avoir une justice sociale. Riche et juste? Oui, parce que les gens sont capables de prendre des décisions, puis les gens soient formés, puis pas nécessairement que tout le monde a un cours universitaire, mais avoir plus de formation professionnelle, avoir tout ça. Et ça, c'est très important. Avec tous les changements qui s'en viennent dans la société, technologique et autres, il faut cheminer avec les gens. Puis le meilleur outil qu'on a dans notre société pour faire cheminer les gens, c'est le système d'éducation. Je pense qu'on ne s'attarde pas assez dans la société au bonheur des gens. Je pense que le rôle de l'État, c'est de s'assurer que le maximum de personnes, d'individus, soient heureux dans la vie. Un politicien devrait être jugé en fonction d'une cote de bonheur. Et plus la population est heureuse, plus l'État a fait un bon travail. Et l'argent est une des dimensions du bonheur, mais c'est pas la seule. En présentant cette série documentaire consacrée au rapport à l'argent des Québécois fortunés, nous n'avions aucun préjugé, aucune idée préconçue. C'était plutôt l'occasion d'explorer une réalité souvent abstraite et sujette à controverse. Leurs réflexions sur leur fortune personnelle, mais aussi sur leur rôle dans la société comme bâtisseurs, entrepreneurs et créateurs de richesses, aura peut-être, nous l'espérons, contribué à ébranler quelque peu le tabou qui persiste autour de l'argent.